Par rapport au lien entre les deux sujets. Je dirais simplement que je suis contente d'être là. Je remercie Mme Kamga. Je pensais venir en curieuse, simplement. Le sujet m'avait intéressé. L'aspect multidisciplinaire m'avait séduite parce que je me disais, enfin, je vais rencontrer des gens de mon espèce, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à ce qui est entre les disciplines. Je suis moi-même partagée entre des recherches en littérature, dans le cadre de la recherche en dehors de la francophonie à mon université, et la recherche dans le domaine des technologies langagières, ça va appliquer ici à un type de document particulier. Nous sommes en France qu'il faudrait appeler briefing, mais qu'au Canada, on va nommer à partir d'un mot français, brefage. Hein, le mot briefing ayant lui-même été emprunté à l'anglais brief, venu du français bref. Alors, vous voyez, on retourne aux racines. Alors, bon, j'aurais pu, je pense bien, vous parler de l'un ou l'autre de mes champs de recherche littéraire, sociologie de la littérature et des technologies langagières, mais comme j'étais déjà à Paris pour parler de ce sujet, je me suis dit, soyons économes et parlons du même sujet. On verra s'il y a des résonances pour vous. Alors, on parle ici de la transmission du savoir expert dans le processus décisionnel des administrations publiques. Notre premier objet de recherche, donc, c'est voir comment le savoir expert, donc prenons le savoir universitaire, le savoir scientifique, traverse ou ne traverse pas ce que certains ont appelé le mur du savoir. Est-ce que ça atteint les instances qui ont à prendre des décisions? Là, il y a peut-être un lien avec le propos de Madame tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de recherches au cours de ces dernières années qui ont examiné les processus décisionnels et qui ont vu que l'explosion de la communication nous avait placé dans une situation assez paradoxale où l'on transportait beaucoup d'informations, beaucoup de savoir, mais où on n'arrivait pas toujours à le communiquer efficacement. Donc, beaucoup de transport de savoir, mais peu de transfert, autant qu'on le souhaiterait du moins. Alors, est-ce qu'on arrive à vraiment reconnecter le savoir avec les milieux où il pourrait bien s'appliquer et où on en aurait le plus besoin? Alors, avec Ramonet, donc je ne partage pas toutes les idées, mais au moins une, c'est-à-dire qu'il est important peut-être de se soustraire à l'ivresse de la communication, et quand on regarde, bon, on fait un rapport nord-sud, on voit bien qu'on ne peut pas baigner longtemps dans cette ivresse, et s'intéresser plutôt à la manière dont concrètement sur le terrain les décisions à forte incidence sociale, politique, économique se prennent avec ou sans le savoir contemporain, avec l'état actuel du savoir contemporain. Et on voit, bon, en constatant les décisions parfois déplorables de nos administrations publiques, on se demande parfois s'il s'agit simplement d'ignorance, la bêtise, ou s'ils ne sont pas assez nourris, si on veut, d'un savoir, de connaissances compétentes pour être en mesure de faire la part des choses entre les intérêts divergents, qui sont toujours au cœur des décisions, qu'elles soient administratives ou carrément politiques. Alors, c'est un problème qui est très répandu dans le monde, bien sûr. Un fonctionnaire du US General Accounting Office, par exemple, explique les causes d'un phénomène analogue au sein de l'administration américaine même. Alors, parmi les causes évoquées, on parle d'un manque de ressources, compétences et outils, et on est quand même dans le ou l'un des pays les plus riches du monde, qui empêche les chercheurs de produire l'information nécessaire concrètement et souvent rapidement. C'est-à-dire que la connaissance est là, mais on n'arrive pas à la produire rapidement de manière accessible pour les décideurs. Donc, faute d'une transmission véritable du savoir issu de la recherche, les décideurs n'obtiennent pas de réponse concluante aux questions qu'ils posent aux experts. Et par ricochet, bon, les experts sont frustrés que les décideurs ne tiennent pas compte des avancées de la connaissance qu'ils produisent. Alors, et l'un et l'autre se renvoient la balle, bien sûr. Il y a un processus d'accusation mutuelle qui contribue lui aussi au maintien, sinon à l'érection du mur du savoir. Alors, toute bonne pratique de gestion ou de décision devrait, on le sait, s'appuyer sur une utilisation efficace de la connaissance. Alors, on a voulu, dans le cadre de notre projet de recherche, donc regarder comment ça se passait. En fait, dans un pays, le Canada, qui a une administration qui est structurée, donc des processus établis, dont la plupart sont accessibles quelques années plus tard en vertu d'une loi sur l'accès à l'information, du moins dans ses formes écrites. Dans la politique reste toujours la politique, il y a
il y a des discussions, des décisions qui se font à huis clos, mais il y a beaucoup d'informations qui est accessible en vertu de cette loi. Donc, on a voulu étudier comment le savoir se transférait ou ne se transférait pas dans les instruments même, dans les outils même de prise de décision que sont les documents de brefage. Donc, ces petits documents de quelques pages sont au cœur du processus de décision, le soutiennent. Alors, on a voulu aller l'observer. Alors, on s'est dit, bon, je travaille dans le contexte du Centre de recherche en technologie langagière où on s'intéresse à observer les pratiques langagières soutenues par la technologie pour voir comment la technologie soutient ou ralentit, on en avait un exemple tout à l'heure, ou carrément entrave le processus de production. D'abord, d'un point de vue linguistique, c'est certain, en traduction, mais très vite, je ne sais pas si c'est mon intérêt pour les contenus, de vue de ma formation littéraire, je me suis dit c'était très bien d'être capable de livrer un contenu en 50 langues, mais il fallait d'abord peut-être s'intéresser à la qualité de ce contenu avant de le traduire en 50 langues, parce que, bon, on dit familièrement, un mauvais contenu largement diffusé, est-ce que c'est une avancée? Est-ce que ça constitue vraiment une avancée scientifique? Alors, dans le cadre donc de mes recherches, en collaboration avec des collègues de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique de Gatineau, et aussi des gens de sciences politiques à l'Université Laval, donc on s'est intéressé à l'observation des processus de production de ces documents de brefage, donc qui sont de petits documents de quelques pages, tant le processus interne, rédaction, observation de la rédaction in vivo, et les processus externes, c'est-à-dire gestion, la production, tout ça de ces documents. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire, je l'ai mentionné, dont je vais vous parler brièvement des activités, en essayant, parce que je sais que l'heure du café approche, de voir un peu comment cet instrument pourrait, en tout cas l'étude de cet instrument pourrait être utile peut-être pour voir où la communication achoppe, ou à tout le moins voir comment ce petit instrument qui est le document de brefage pourrait peut-être servir à la communication. Enfin, on l'a vu, nous, dans notre petite université, que les discours des experts n'étaient pas valorisés au sein même d'une université. Quand on avait besoin d'une expertise, on allait la chercher ailleurs. Et je suis sûre que ce n'est pas rare, ça arrive dans bien d'autres universités aussi. Et on s'est rendu compte que justement, les expertises restaient méconnues de l'administration même d'une petite université. Alors, on peut imaginer ce que ça peut faire dans de très grandes universités aussi. Et à partir du moment où on a utilisé ce format qui était le brefage, donc ce petit document, on a découvert qu'on s'était mis à parler un langage commun avec la haute direction, donc les cadres supérieurs. On parlait tout à coup le langage de la gestion. Et là, on sortait du bien, de la vertu scientifique, ce qui serait beau, bien et bon de faire d'un point de vue scientifique, pour traduire ça en langage de gestion, c'est-à-dire sous la forme d'une problématique, qui tout à coup devenait beaucoup plus accessible et comprise et qui a mené beaucoup plus rapidement à des actions. Donc, c'est une petite observation d'utilisation dans un contexte, mais qui donne à croire que ça pourrait être employé ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Peut-être explorer les moyens de soutenir la production de documents d'information ou de soutien décisionnel de qualité. Alors, je pense que quel que soit le domaine où on se place, si la recherche doit servir, il faut ce rouage. Il faut ce rouage pour qu'elle puisse s'insérer dans le processus de décision, à tout le moins à l'étape de la réflexion des considérations. Donc, on verra comment ceci peut-être pourrait être utilisé pour de grands et petits chantiers francophones. Alors, quelques mots sur nos recherches de cas théorique, terminologie, etc. Je vais essayer d'être brève moi-même. Alors, le brefage d'abord, alors c'est une activité qui peut s'exercer de façon orale ou écrite. Il s'agit d'informer des cadres supérieurs sur des problèmes, des enjeux, des projets. Tout autre sujet qui n'entre pas dans le cadre de ces trois mots, problème, projet ou enjeu, est irrecevable. Parce qu'on peut supposer qu'un cadre supérieur n'aura pas le temps, ou va dire bien et va continuer son chemin. Alors, nous l'étudions ici uniquement dans sa forme écrite. Bien sûr, le brefage verbal n'est pas accessible. Il faudrait suivre les cadres supérieurs à la trace et encore faudrait-il qu'ils veuillent qu'on les suive pour observer ces pratiques.
on le fait plutôt dans l'écrit. Donc, le brefage, ça donne lieu à des notes qui vont porter des noms variables, même au sein de l'administration fédérale canadienne. Note de brefage, note d'information, note de synthèse, état de la question, autres documents analogues qui sont parfois bien connus là, de toutes les administrations. Alors, nous avons regroupé ces documents qui portaient divers titres sous le vocable de documents de brefage et c'est cela que nous allons étudier. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces documents? Donc, 2 à 5 pages, la plupart du temps, c'est 2. Et on peut s'étonner quand de l'extérieur, on arrive et qu'on voit qu'on prend de grandes décisions sur la foi de 2 pages. Et parfois 3, parfois 4 ou